Elle fixait un point devant elle, les pupilles dilatées, comme si elle voyait quelque chose que moi, je ne voyais pas. Il y a environ 1 an, peut-être un peu plus, j'ai vécu ce qui reste, à ce jour, l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Tout avait pourtant commencé comme une nuit ordinaire. Je dormais paisiblement lorsque j'ai fait un rêve étrange, oppressant. J'étais assis sur une simple chaise en bois, plantée au centre d'une minuscule pièce rouge, totalement close. Pas de fenêtre, pas de porte, juste ces murs écarlates qui semblaient m'enfermer dans un espace sans issue. Puis, sans crier gare, une silhouette décharnée s'est avancée vers moi. Une créature à l'apparence maladive, à l'air malsain, un démon au visage tordu d'une laideur indescriptible. Son regard perçant s'est ancré dans le mien et, d'une voix grave et rauque, il m'a fait une proposition glaçante. Il voulait mon âme. En échange, il m'offrait tout ce que je pouvais désirer, richesse, pouvoir, renommée, rien n'était hors de portée. Je ne vais pas mentir, l'idée m'a traversé l'esprit. L'espace d'un instant, j'ai réellement réfléchi. Mais après un moment d'hésitation, j'ai décliné son offre. Son expression a changé. Une lueur de frustration est passée dans ses yeux avant qu'il ne reprenne d'un ton plus sévère, m'enjoignant de bien peser ma décision, m'avertissant qu'il ne poserait pas la question une seconde fois. Cette fois-ci, je n'ai pas hésité. J'ai refusé catégoriquement. Ce qui a suivi me hante encore aujourd'hui. Le démon a poussé un cri d'une horreur absolue, un hurlement inhumain, comme si un homme et un animal étaient en train d'être égorgés simultanément. Un son si abominable que je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. J'étais en sueur, complètement désorienté, tentant de reprendre mes esprits dans l'obscurité de ma chambre. Puis mon regard s'est posé sur l'encadrement de la porte. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, était là. Une silhouette immobile, sombre, qui semblait m'observer. Un frisson m'a parcouru l'échine, et j'étais sur le point de bondir hors du lit quand une voix familière a brisé le silence. Celle de mon père. Il m'a dit qu'il s'était précipité dans ma chambre après avoir entendu mon hurlement. Encore sous le choc, j'ai balbutié que ce n'était rien, juste un mauvais rêve. Mais il n'a pas semblé convaincu et m'a demandé ce qui m'avait mis dans un tel état. À contre-séhur, j'ai raconté mon rêve. L'histoire du démon, de son offre, de mon refus. Il a écouté sans rien dire, puis, contre toute attente, il m'a lancé d'un ton neutre. « Et donc ? Tu as accepté ?» Je suis resté figé un instant, abasourdi par sa question. Comment pouvait-il me demander ça ? Lui, l'un des hommes les plus religieux que je connaisse ? J'ai fini par répondre, irrité, « Quoi ? Évidemment que non. Comment est-ce que tu peux même poser cette question ? » Son expression a changé du tout au tout. Il a secoué la tête et lâché sèchement, « T'es vraiment un idiot. » Puis il a tourné les talons et s'est éloigné dans le couloir. La colère a pris le dessus sur la peur. Qu'est-ce qui lui prenait, sérieusement ? Je me suis levé d'un bond, bien décidé à aller le confronter dans sa chambre. J'ai ouvert la porte, allumé la lumière mais la pièce était vide. Un doute affreux a commencé à s'immiscer en moi. Peut-être qu'il était allé dans la cuisine ? J'ai traversé la maison en silence, vérifiant pièce après pièce. Personne. L'air est devenu plus lourd, une certitude glaciale s'est insinuée en moi alors que mes pensées s'alignaient brutalement. Mon père était en voyage, parti pour plusieurs jours. J'étais seul dans la maison. Les écrans de surveillance affichaient des images statiques des couloirs vides. Seule la lumière blafarde des néons tremblotait par moments, perturbée par les interférences de l'installation vieillissante. J'avais déjà signalé ces dysfonctionnements plusieurs fois, mais personne ne voulait investir dans du nouveau matériel. Après tout, qui s'inquiéterait pour un bâtiment de bureau déserté à la nuit tombée ? Assis sur ma chaise, je sirotais distraitement un café tiède en parcourant les écrans du regard. Tout était calme. J'avais vérifié les issues, verrouillé les portes, et le hall d'entrée était désert. Rien d'inhabituel, rien qui justifierait une ronde supplémentaire. J'appuyai sur le bouton pour afficher un autre couloir,
puis un autre encore, jusqu'à ce que mon regard se fiche sur un détail qui n'aurait pas dû être là. Au bout d'un couloir, juste avant l'angle qui menait à la salle de réunion, une silhouette sombre se découpait nettement contre le mur pâle. J'aurais pu croire à une ombre portée, mais la lumière venait du plafond, verticale, et aucune source identifiable ne pouvait l'expliquer. Le souffle me manqua quelques secondes, comme si mon corps avait compris avant moi que quelque chose n'allait pas. Je clignai des yeux, tendis la main vers l'écran. Elle était toujours là immobile. Une sensation glacée m'enserra la poitrine. Une caméra mal réglée pouvait créer des artefacts, des reflets étranges, mais ça, c'était autre chose. La silhouette avait une présence, un poids dans l'image, comme si elle appartenait au décor autant que les murs et le sol. Une seconde passa, puis une autre. Rien ne bougeait. Je me levai lentement. L'idée même d'aller vérifier me paraissait absurde, et pourtant, c'était mon boulot. Une part de moi espérait qu'en me rendant sur place, je trouverais une explication rationnelle, quelque chose qui calmerait cette panique sourde qui s'insinuait dans mes os. Les couloirs étaient aussi vides qu'ils l'avaient été sur les écrans. Je marchais prudemment, écoutant le bruit de mes propres pas sur le sol ciré. À chaque intersection, je jetais un coup d'œil furtif avant d'avancer. L'air semblait plus froid, comme si la climatisation s'était d'un coup emballée. Arrivé à l'endroit exact où la silhouette était apparue, je m'arrêtai net. Il n'y avait rien. Juste le mur blanc, la moquette propre, le silence total du bâtiment endormi. Une longue expiration me secoua. Peut-être une erreur d'affichage, un bug de la caméra. Peut-être que je devenais parano à force de passer mes nuits dans cet endroit stérile et impersonnel. Je fis demi-tour, le pas plus léger, presque soulagé. Mais en arrivant à mon bureau, un détail me fit tressaillir. L'écran affichait toujours le couloir, et la silhouette était encore là. À la même place. Inutile de dire que j'ai démissionné quelques jours plus tard. Quand j'étais à l'université, j'ai vécu une expérience que j'ai longtemps enfouie au plus profond de ma mémoire. Ce n'est que récemment, à la suite d'un souvenir déclencheur, que tout est revenu avec une clarté effrayante. À cette époque, j'avais l'habitude de me promener tard le soir avec une amie. Nous suivions toujours le même itinéraire, un vieux chemin cyclable bordé d'anciens bâtiments industriels, des structures austères aux fenêtres tournées vers l'intérieur, laissant le sentier plongé dans une obscurité presque complète. Les rares lampadaires ne suffisaient pas à dissiper l'ambiance oppressante du lieu. Notre promenade nous menait jusqu'à des voies ferrées où nous aimions nous asseoir, observer la lune se lever au-dessus du lac, puis repartir. C'était une routine banale, jusqu'à cette nuit-là. Alors que nous marchions, bras dessus, bras dessous, une silhouette est apparue dans la distance, avançant dans notre direction. Rien ne laissait présager quoi que ce soit d'étrange. Nous avons continué à discuter sans lui prêter attention, jusqu'à ce qu'il passe juste à côté de nous. Sans raison particulière, mon regard s'est tourné vers lui. Dès l'instant où mes yeux ont croisé les siens, un sentiment indescriptible m'a envahi. Une terreur froide s'est abattue sur moi, comme si mon souffle avait été arraché de ma poitrine. Mon corps entier s'est figé, incapable de bouger, retenu par une force invisible. Tout ce qui m'entourait a semblé disparaître, ne laissant que cette présence face à moi. Ce n'est que lorsqu'il a détourné les yeux que j'ai enfin pu respirer de nouveau. Mon cœur battait à tout rompre et un frisson glacé parcourait mon échine. L'air me semblait soudainement plus lourd, comme si quelque chose avait tenté de s'accrocher à moi. Ce qui m'avait figé, ce n'était pas seulement le regard de cet homme, mais son apparence même. Il portait un costume aux couleurs criardes, une veste bleue, une chemise jaune et une cravate rouge. Ses yeux semblaient anormalement grands, presque exorbités, fixés dans une expression figée comme des billes de verre. Sa peau, d'un blanc livide, avait un aspect lisse et brillant, donnant l'impression d'être faite de porcelaine ou de cire. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était son sourire. Une grimace figée, trop large, dévoilant une rangée de dents dans un rictus grotesque. Ce n'était pas un sourire humain, mais quelque chose de forcé, d'artificiel, comme celui d'une marionnette malveillante. L'échange n'avait duré que quelques secondes, mais il m'avait semblé interminable.
Une fois que nous avons dépassé l'inconnu, j'ai eu le réflexe de me retourner pour vérifier où il se trouvait. Il s'éloignait toujours sur le sentier, mais quelque chose n'allait pas. Il ne marchait plus. Il sautait. Son corps se soulevait et retombait avec une légèreté dérangeante, comme s'il était suspendu à des fils invisibles. Son rire résonnait doucement dans l'air nocturne, un son distordu, irréel. Une terreur primitive a pris le dessus sur tout raisonnement logique. Il fallait fuir. Le trajet de retour s'est fait au pas de course, sans un mot. Le silence n'était rompu que par le martèlement précipité de nos pas contre le sol. L'appartement n'a jamais semblé aussi loin, et chaque seconde passée à courir me donnait l'impression d'être traqué. De retour chez nous, l'adrénaline a laissé place à une paralysie glaciale. Il m'était impossible de penser à autre chose. Mon esprit tournait en boucle autour de cette silhouette figée dans son sourire morbide, de ce regard inhumain qui semblait vouloir m'aspirer hors de mon propre corps. Les nuits suivantes ont été hantées par des cauchemars. Il était là, debout au pied de mon lit, figé dans cette expression grotesque, me regardant sans bouger. À chaque rêve, l'impression devenait plus oppressante, comme si sa présence ne se limitait pas seulement à mon esprit endormi. Avec le temps, ces souvenirs ont fini par se dissiper, refoulés dans un coin obscur de ma mémoire. Mais il suffit d'un simple rappel pour qu'ils reviennent avec une clarté insoutenable. Ma mère et mon cousin ont toujours affirmé que notre baby-sitter avait été possédé par un démon. C'était une jeune femme douce et attentionnée, qui vivait avec nous en semaine avant de rentrer chez elle le week-end. Avec 5 enfants à la maison et des journées de travail épuisantes pour ma mère et mon cousin, elle était une aide précieuse. Tout s'est déroulé sans le moindre problème pendant 2 ans, jusqu'à cette nuit où tout a basculé. Ce soir-là, sans raison apparente, elle s'est mise à courir de toutes ses forces vers la porte de sa chambre, s'y écrasant violemment au point de se casser le nez. Lorsqu'elle est revenue à elle, elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Tout le monde a d'abord pensé à un accident isolé, un moment de somnambulisme peut-être. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants, son comportement est devenu de plus en plus étrange, par vagues d'intensité. Par moments, ses yeux prenaient une teinte rougeâtre, et elle se mettait à agir d'une manière qui nous glaçait le sang. Elle hurlait, sa voix changeait brutalement, passant d'un ton d'aigu à quelque chose de plus grave, presque rauque, et elle adoptait des comportements qui nous terrifiaient sans qu'on puisse les expliquer. À mesure que les jours passaient, elle accumulait des bleus sur tout le corps, sans qu'elle ne se cogne nulle part. Ma mère l'a emmenée voir plusieurs médecins, mais aucun n'a pu trouver la moindre anomalie. La situation a continué à empirer, au point où elle a commencé à nous menacer, nous, les enfants. C'est à ce moment-là que ma mère a pris sa décision, elle devait partir. Elle l'a renvoyé et lui a demandé de quitter définitivement l'appartement. Avant cela, ni ma mère ni mon cousin ne croyaient à ce genre de choses. Pourtant, après tout ce qu'ils avaient vu, ils étaient convaincus qu'il ne s'agissait pas d'une simple crise psychologique. À l'époque, ils n'avaient rien laissé transparaître, ne voulant pas nous effrayer, mais même si nous étions trop jeunes pour comprendre, nous avons tous été marqués par ces événements. Ils disent qu'au moment de son départ, elle n'était plus du tout la même personne. Comme si quelque chose l'avait vidée de son être. Parfois, je me demande encore s'il s'agissait d'un trouble mental soudain et inexplicable, mais les médecins n'ont jamais rien détecté d'anormal. Et ça, c'est peut-être ce qui me perturbe le plus. Quand j'avais 14 ans, j'ai vécu une expérience qui me laisse perplexe encore aujourd'hui. Le week-end, j'allais parfois chez ma mère, qui vivait dans une vieille ferme réaménagée en plusieurs petits appartements. La maison était ancienne, facilement 150, voire 200 ans. Elle avait quelque chose de lugubre, une atmosphère pesante que je n'arrivais pas à expliquer. Ma mère me parlait parfois de bruits étranges, de formes qu'elle apercevait du coin de l'œil, et surtout, de cette désagréable sensation d'être observée. Un soir en particulier, j'étais venu passer la nuit chez elle. Comme elle se couchait tôt, j'avais emporté ma N64 pour m'occuper pendant quelques heures. Assis en tailleur sur le sol, concentré sur le mode histoire, je venais d'achever un combat quand j'ai posé mon contrôleur sur ma gauche, légèrement derrière moi. Juste derrière, il y avait un fauteuil inclinable.
Ce que j'ai vu à cet instant est gravé dans ma mémoire. Quand j'ai tendu la main pour récupérer la manette, mon regard s'est figé sur quelque chose d'anormal, quelque chose qui n'avait absolument rien à faire là. Sur le sol, à côté du contrôleur, se trouvait un sabot. Un vrai sabot, semblable à celui d'un cheval, mais fendu d'une manière grotesque. Entre les fissures, du sang suintait lentement, accompagné d'insectes qui rampaient hors de l'ouverture. Une scène d'horreur pure. Mon cerveau s'est figé une fraction de seconde, incapable de comprendre ce que je voyais. Puis, lentement, j'ai levé les yeux. Face à moi, penché, une silhouette cauchemardesque me fixait intensément. Une créature humanoïde à la peau rouge, aux yeux noirs profonds et dotée d'une unique aile. Son visage n'exprimait rien d'autre qu'une pure malveillance. Puis, avec une lenteur délibérée, elle a esquissé un sourire. Un rictus terrifiant, révélant des dents souillées de sang, d'où s'échappaient encore quelques gouttes écarlates. La terreur m'a submergé d'un seul coup. Mon cœur s'est emballé, mon souffle est devenu erratique, et avant même que je ne puisse réagir, tout est devenu noir. Plus tard, j'ai compris que j'avais subi une crise de panique, un blocage total entre la peur et l'instinct de survie. Quand j'ai repris conscience, j'étais allongé sur le sol, vidé de toute énergie. Mes membres étaient lourds, comme si toute ma force m'avait été arrachée. Et dans le fauteuil, la créature était toujours là. Elle me regardait, amusée, et un rire grave, presque guttural, s'échappait de sa gorge. Dans un effort presque désespéré, j'ai rampé hors du salon, chaque mouvement me coûtant une énergie folle. J'ai réussi à atteindre la chambre de ma mère et les réveiller en sursaut. J'étais encore en état de choc, incapable de formuler des phrases cohérentes. Mais lorsque j'ai enfin réussi à lui raconter ce que j'avais vu, elle ne m'a pas ri au nez. Elle m'a cru. Elle m'a cru parce qu'elle avait vu la même chose, quelques jours plus tôt. Mais elle n'avait rien dit, de peur de me terrifier. À ce jour, je ne sais toujours pas quoi penser de cette nuit-là. Je sais seulement que ce n'était pas une hallucination, pas une ombre fugace aperçue du coin de l'œil. Ce que j'ai vu, je l'ai vu de mes propres yeux, en pleine conscience. Les anges et les démons existent. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et croyez-moi, le dernier être que vous souhaitez voir sourire devant vous, c'est un démon. Ma mère a déménagé depuis, et nous n'avons jamais revu cette chose. Mais parfois, dans mes cauchemars, ce rictus sanglant refait surface. Et je me demande encore ce qu'il se serait passé si je n'avais pas perdu connaissance ce soir-là. Je n'avais jamais entendu parler des Shadow People et encore moins de cette silhouette particulière avant ce jour-là. Pendant des années, je n'ai même pas su comment décrire ce que j'avais vu. Puis, un jour, sur un coup de tête, j'ai tapé Shadow Atman dans un moteur de recherche. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Des centaines de témoignages, des récits d'apparitions similaires. Mais aucun ne ressemblait au mien. Tous parlaient de visions furtives dans un couloir plongé dans l'obscurité ou d'une présence nocturne indistincte. Rien qui ressemble à ce que j'ai vécu. Moi, c'était en plein jour, à quelques pas de moi. 17 ans plus tard, j'en frissonne encore. J'avais 12 ou 13 ans. C'était un samedi matin, pas d'école ce jour-là, alors j'avais dormi un peu plus tard que d'habitude, jusqu'à 9h30 ou 10h. Après m'être levé, j'ai pris mon petit déjeuner avec mes parents. Rapidement, l'ambiance s'est tendue et une dispute a éclaté entre eux. Ils sont partis se chamailler dans leur chambre, de l'autre côté de la maison. De mon côté, j'ai allumé la télé et regardé des dessins animés. Vers 11h, j'ai décidé d'aller me brosser les dents. La salle de bain était simple. En entrant, le lavabo se trouvait juste devant moi, à environ 1 mètre de la porte. J'ai attrapé ma brosse à dents et commencé mon rituel habituel. Il y avait un grand miroir devant moi, mais je ne voyais rien d'anormal derrière mon reflet. Rien d'inhabituel. Puis, une sensation étrange m'a envahi. Un frisson glacé le long de ma nuque. L'impression qu'on m'observait. J'ai continué à me brosser les dents, me forçant à ignorer cette montée d'angoisse, tout en sachant pertinemment que mes parents étaient encore en train de se disputer dans leur chambre. J'ai jeté un regard rapide au miroir.
Toujours rien. Mais l'impression ne disparaissait pas. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai pris mon courage à deux mains et me suis retourné. Il était là. Juste derrière l'encadrement de la porte, à quelques pas de moi, en pleine lumière du jour. Une silhouette noire, immense, si grande qu'elle aurait dû se baisser pour entrer dans la salle de bain. Une ombre compacte, dense, presque tangible. Il ressemblait trait pour trait à ces descriptions que je lirai bien plus tard, à une exception près. Ses yeux. Deux lueurs rouges terrifiantes, braquées sur moi. Pendant une seconde qui m'a semblé une éternité, il est resté immobile, me fixant. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Encore aujourd'hui, il m'arrive de faire des cauchemars où je hurle sans qu'aucun son ne franchisse mes lèvres. Puis, lentement, il a tendu une main vers moi. Des doigts longs, maigres, démesurément fins, tendus comme s'il allait me saisir. L'image m'a immédiatement rappelé ces créatures dans Harry Potter, ces choses sombres et flottantes qui aspirent l'âme des vivants. Il a avancé d'un pas, toujours la main tendue vers moi. À cet instant précis, j'ai eu une pensée limpide, c'est fini. C'est la fin de ma vie. Mais soudain, il s'est évaporé. Disparu. Comme s'il n'avait jamais été là. Je suis resté figé quelques secondes, puis j'ai pris mes jambes à mon cou et couru à travers la maison. J'ai raconté ce que j'avais vu à mes parents, espérant une quelconque réaction, un signe qu'ils comprenaient l'ampleur de ce qui venait de se passer. Mais ma mère s'est contentée de hausser les épaules, et mon père a éclaté de rire. Je n'étais même pas surpris. C'était tout à fait lui, le type de personne qui, dans un film d'horreur, nierait l'évidence alors que des casseroles flotteraient au-dessus de sa tête en lévitation. À partir de ce jour, chaque fois que j'entrais dans cette salle de bain, je fermais systématiquement la porte derrière moi. Et pendant des années, j'ai dormi avec la lumière allumée. Quand j'avais 7 ou 8 ans, j'ai vécu une série d'événements si troublants que, même aujourd'hui, j'ai du mal à en parler sans être submergé par l'émotion. Maintenant que j'ai 19 ans, ces souvenirs restent vivaces, mais je les garde souvent pour moi, car chaque fois que j'y repense, les larmes montent sans que je puisse les contrôler. Je n'ai jamais été une personne religieuse, ni même superstitieuse. Je fais partie de ceux qui ont besoin de voir pour croire, et j'ai toujours cherché des explications rationnelles aux phénomènes étranges que les autres racontent. Pourtant, ce que j'ai vécu dans la maison de mon enfance a ébranlé toutes mes certitudes. À cette époque, je détestais le noir et tout ce qui pouvait me faire peur. Je n'aimais pas les films d'horreur, ni les histoires de fantômes, et le moment du coucher était toujours une épreuve. Ma mère devait rester à côté de moi jusqu'à ce que je m'endorme, et invariablement, je me réveillais autour de 2 heures du matin, paniqué à l'idée d'être seul. Chaque nuit, je quittais ma chambre et traversais le couloir pour aller me blottir contre elle. Dans cette maison, nous vivions à 3, ma mère, ma sœur aînée et moi. Tout a commencé une nuit où, comme d'habitude, je me suis réveillé et suis allé dans la chambre de ma mère. J'ai ouvert la porte et me suis arrêté net. Assis au milieu du lit, il y avait un homme. Il était petit, chauve et d'une pâleur extrême, presque cadavérique. Il semblait attendre quelque chose, immobile, puis, lentement, il a levé la tête vers moi. C'est à cet instant que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Son visage était totalement lisse. Il n'avait ni yeux, ni bouche, ni nez, rien d'autre qu'une surface blanche et vide. Mon corps s'est figé, incapable de réagir. Pendant un instant qui m'a semblé durer une éternité, nous sommes restés ainsi, moi dans l'encadrement de la porte, lui sur le lit. Puis, lorsque son regard invisible s'est posé sur moi, j'ai été submergé par une terreur absolue. J'ai senti mes jambes céder sous mon poids et je me suis écroulé au sol en hurlant. Je pleurais, paniqué, appelant ma mère. En quelques secondes, elle s'est précipitée hors du lit pour me ramasser, tentant de me calmer. J'essayais de lui expliquer qu'il y avait un homme dans sa chambre, mais elle ne voyait rien. L'espace où il se trouvait quelques secondes auparavant était maintenant vide. Elle a essayé de me convaincre que ce n'était qu'un cauchemar, que je devais retourner dormir. Mais je savais. J'avais vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Le lendemain matin,
j'ai tenté de lui reparler de ce que j'avais vu, mais elle n'a pas voulu entendre. Ma sœur non plus. Personne ne me croyait. Après cette nuit, j'ai eu peur que cela recommence. Tous les soirs, ma mère me bordait comme d'habitude, attendant que je m'endorme avant de retourner dans sa chambre. Sauf que maintenant, je ne dormais plus. Dès qu'elle quittait la pièce, je rallumais la lumière, je jouais avec mes jouets ou je passais des heures sur ma PlayStation, essayant de tenir jusqu'au matin. Pendant la journée, je tentais de récupérer en dormant sur le canapé, mais ma mère refusait que je passe mes journées à somnoler, pensant que cela empirait mes nuits. Pendant des semaines, j'ai vécu dans un état d'épuisement permanent, oscillant entre la peur et la fatigue. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me convaincre que tout cela n'était peut-être qu'un rêve. Jusqu'à ce que cela recommence. Un soir, alors que j'étais particulièrement fatigué, je me suis assoupi sur le canapé du salon. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais quand j'ai ouvert les yeux, la maison était plongée dans l'obscurité totale. Il n'y avait ni la lumière rassurante de mon réveil, ni le faible éclat de ma veilleuse. Rien que le noir complet. La panique m'a immédiatement envahi. Je me suis levé précipitamment, cherchant à m'orienter avec la faible lueur du voyant du téléviseur. Je savais que ma chambre était la première porte du couloir, juste après le salon. Guidé par l'obscurité, je suis arrivé à ma porte et l'ai poussée doucement. Il était là. Assis sur le bord de mon lit, parfaitement immobile. La terreur a été si immédiate et si absolue que mon corps a réagi avant même que mon esprit ne puisse traiter l'information. J'ai refermé la porte lentement, priant pour qu'il ne m'ait pas vu. Puis, dès que la porte s'est refermée, j'ai couru à toute vitesse vers la chambre de ma mère en criant. Encore une fois, elle s'est réveillée en sursaut, me demandant ce qui se passait. J'ai essayé de lui dire, de lui expliquer qu'il était là, dans ma chambre. Mais lorsque nous sommes retournés ensemble pour vérifier, la pièce était vide. J'ai compris à ce moment-là que je n'avais plus ma place dans cette maison. J'ai supplié ma mère de me laisser partir vivre chez mon père, incapable de supporter une nuit de plus dans cet endroit. Finalement, elle a accepté de me laisser partir, même si ni elle ni mon père ne me croyaient réellement. Mon père était convaincu que je faisais juste des cauchemars ou que j'étais influencé par des films d'horreur, même si je n'en regardais jamais. Pendant des années, j'ai tenté d'oublier tout ça, jusqu'au jour où ma mère s'est remariée. Son mari avait 3 enfants, dont un garçon de 6 ans. Après quelques mois passés dans la maison, il a commencé à raconter des histoires étrangement similaires aux miennes. Il voyait un homme pâle et silencieux, qui apparaissait dans sa chambre la nuit. C'est à ce moment-là que ma mère a enfin cru ce que je lui avais raconté des années plus tôt. Rapidement, elle a mis la maison en vente et est partie vivre ailleurs avec sa nouvelle famille. Aujourd'hui, cette maison n'est plus la nôtre. Mais chaque fois qu'elle revient dans nos conversations, nous ne l'appelons plus que la maison hantée. Je ne peux toujours pas en parler sans être bouleversé. Ce n'était pas un simple rêve. Ce n'était pas mon imagination. Quelque chose vivait là, caché dans l'obscurité, et pendant des années, il a attendu. L'air était humide et froid, chargé de cette odeur d'asphalte mouillé qui accompagne les fins de journée pluvieuses. Les réverbères du parking clignotaient par intermittence, projetant des ombres irrégulières sur le sol. Il était tard. Trop tard pour qu'un gamin se tienne là, au milieu des voitures, pieds nus sur le bitume trempé. Je l'ai aperçu en sortant du magasin, juste après avoir fermé les caisses. Il était immobile, les bras raides le long du corps, la tête baissée comme s'il fixait obstinément ses pieds. Pendant un instant, j'ai cru que mon cerveau me jouait des tours, que ce n'était qu'une silhouette mal éclairée par la lumière vacillante. Mais non, il était bien là, seul, dans cet espace désert où aucune voiture ne semblait l'attendre. J'ai regardé autour de moi, cherchant un adulte, un signe qu'il n'était pas vraiment perdu, qu'il y avait quelqu'un, quelque part, responsable de lui. Mais le parking était vide, silencieux à l'exception du bruit lointain des pneus sur la route principale. Un malaise diffus s'est installé en moi. Il ne bougeait toujours pas. Sa posture était étrange, trop rigide pour un enfant, trop figée pour être naturelle. Il n'y avait rien de vivant dans la manière dont il se tenait,
et pourtant, il respirait. Je le voyais à peine sous la lumière vacillante, mais je distinguais la faible montée et descente de sa poitrine. J'ai hésité avant d'approcher. L'idée qu'il puisse être abandonné ou perdu me dérangeait, et il n'y avait personne d'autre pour s'en occuper. Pourtant, quelque chose en moi me retenait, une impression sourde, indéfinissable, qui murmurait que je devrais simplement m'éloigner et oublier cette scène. Je me suis avancé lentement, chacun de mes pas résonnant légèrement sur le sol mouillé. Arrivé à quelques mètres, je me suis arrêté, incertain de ce que je devais dire ou faire. Il n'avait pas bougé d'un centimètre. L'air semblait plus épais autour de lui, plus dense, comme si la température avait chuté à cet endroit précis. Je l'ai observé de plus près. Son t-shirt trop large était collé à sa peau par l'humidité ambiante, ses bras, trop maigres, pendaient mollement. Mais ce qui me frappa le plus fut l'étrange immobilité de ses traits. Il n'esquissait aucun geste, pas même un frisson, comme s'il n'avait pas conscience du froid qui l'entourait. Puis il a relevé la tête. Un frisson brutal m'a traversé l'échine, un de ceux qui ne viennent pas du froid mais d'un instinct primitif, un avertissement venu du fond des âges. Il n'avait pas de visage. Juste une surface lisse, pâle, sans relief, sans trait. Pas d'yeux, pas de bouche, rien qui puisse exprimer quoi que ce soit. Mon cerveau a refusé de comprendre immédiatement ce que je voyais. Une fraction de seconde d'incrédulité où tout devient irréel, où on cherche des explications impossibles. Puis la panique a pris le relais. Je suis resté figé, incapable de bouger, incapable de détourner le regard. Son visage inhumain ne laissait rien transparaître, et pourtant, j'avais la certitude écrasante qu'il me regardait, qu'il me voyait mieux que quiconque ne m'avait jamais vu. Il a ouvert la bouche, mais ce n'était pas une bouche, plutôt une fissure noire, béante, sans fin. Mon corps a enfin répondu. J'ai reculé précipitamment, mon souffle court, le cœur battant à un rythme désordonné. Je n'avais qu'une seule idée en tête, partir, tourner le dos à cette chose et ne plus jamais revenir ici. Je me suis rué vers ma voiture, mes mains tremblantes peinant à retrouver mes clés. Derrière moi, je n'entendais aucun bruit, aucun pas, rien qui indiquait qu'il avait bougé. J'ai finalement réussi à déverrouiller la portière et me suis engouffré à l'intérieur, claquant la porte et verrouillant les serrures dans un même mouvement. Mon souffle était saccadé, ma peau glacée par une sueur froide. J'ai jeté un regard rapide dans le rétroviseur, l'estomac noué par la crainte absurde mais viscérale de voir quelque chose derrière moi. Le parking était vide. Là où se tenait l'enfant, il ne restait plus rien. Je suis resté un instant sans bouger, essayant de reprendre mon souffle, essayant de donner un sens à ce que je venais de voir. Puis j'ai démarré et quitté cet endroit sans un regard en arrière. Ce n'est qu'en arrivant chez moi que j'ai remarqué l'empreinte de main sur la vitre embuée de la portière arrière. Une empreinte trop petite pour être celle d'un adulte. Une empreinte dont les doigts étaient bien trop longs. Quand j'avais une dizaine d'années, j'avais une étrange habitude, je faisais du somnambulisme presque toutes les nuits. Sans même m'en rendre compte, je me retrouvais dans des endroits différents au réveil. Je pouvais m'endormir dans mon lit à l'étage et me réveiller sur le canapé du salon, mon chien Benji blotti à côté de moi. Une fois, je me suis même réveillé dehors, assis sur un banc dans notre jardin. Cela a duré des années, jusqu'à mes 14 ans, mais une nuit en particulier reste gravée dans ma mémoire. C'était la nuit où j'ai vécu ce qui, avec du recul, ressemble à une rencontre avec quelque chose d'inexplicable. J'avais 13 ans. Ce soir-là, j'étais à moitié endormi dans mon lit lorsque j'ai entendu 3 légers coups frapper à la porte d'entrée. C'était un son si discret que je ne sais même pas comment je l'ai perçu depuis ma chambre, mais comme elle donnait sur l'avant de la maison, cela devait être possible. Instinctivement, j'ai regardé l'horloge, il était environ 3h15 du matin. Sans trop réfléchir, je me suis levé, et comme à son habitude, Benji m'a suivi. Mon chien, un Springer Spaniel que nous avions adopté dans un refuge, était le plus doux des compagnons. Il n'aboyait jamais et ne grognait presque pas, probablement à cause de son passé difficile. Le refuge nous avait expliqué qu'il avait sans doute été battu pour avoir aboyé, et même s'il était désormais en sécurité avec nous, il gardait une peur profonde de faire trop de bruit.
Arrivé à la porte d'entrée, j'ai déverrouillé et ouvert doucement, sans savoir à quoi m'attendre. Devant moi, il y avait une petite fille. Elle devait avoir 5 ou 6 ans. Ses yeux brillaient d'un bleu intense sous la lumière tamisée des réverbères. Ses cheveux étaient courts, bruns, et même si la nuit était sombre, je n'arrivais pas à discerner clairement les traits de son visage. Pourtant, quelque chose me troublait immédiatement, je ne la reconnaissais pas. Ce n'était pas une enfant du quartier, ni quelqu'un que j'avais croisé à l'école. Elle m'était totalement inconnue. Avant même que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle a prononcé une phrase simple. « Est-ce que je peux entrer ?» Elle a fait un pas en avant, s'apprêtant à franchir le seuil. C'est à cet instant que Benji a réagi d'une manière que je ne lui avais jamais vue auparavant. Lui qui ne grognait jamais s'est mis à retrousser les babines et à émettre un grondement profond, un son guttural, menaçant. Il reculait légèrement, mais chaque muscle de son corps était tendu, prêt à bondir. Cela m'a immédiatement fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Benji n'était pas un chien agressif. Il n'avait jamais réagi ainsi, pas même face à d'autres animaux ou à des inconnus. Son comportement me glaça le sang, et une peur sourde s'installa en moi. Tout ce que j'ai trouvé à dire, dans l'incompréhension totale de la situation, fut simplement « Non, tu ne peux pas rentrer. Désolé, mais tu fais peur à Benji. » La petite fille n'a pas insisté. Elle a simplement répondu « D'accord », puis elle s'est retournée et s'est éloignée dans la nuit. J'ai fermé et verrouillé la porte immédiatement, le cœur battant. J'ai voulu regarder par la fenêtre quelques secondes plus tard, mais elle avait disparu. Ce qui n'avait aucun sens. De là où je me trouvais, je pouvais voir toute la rue ainsi que plusieurs maisons aux alentours. Il n'y avait aucun endroit où elle aurait pu disparaître aussi rapidement. Benji, toujours alerte, est resté près de moi, sa queue recommençant à remuer doucement une fois la porte fermée. À partir de cette nuit-là, quelque chose a changé. Benji n'a plus jamais dormi dans son panier. Il a commencé à se coucher juste devant ma porte, comme s'il voulait m'empêcher de sortir en somnambule. Il ne bougeait plus de là jusqu'au matin, veillant silencieusement. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et je pense encore à cette nuit. Je n'ai jamais su qui était cet enfant, ni ce qu'elle voulait réellement. Mais une chose est sûre, Benji m'a protégé de quelque chose cette nuit-là. De quoi exactement ? Je préfère ne jamais le savoir. J'ai toujours eu une certaine proximité avec les esprits, qu'elle soit voulue ou non. Mon frère, quand nous étions plus jeunes, avait même attiré l'attention d'un fantôme qui lui était devenu presque familier. Cette présence, que nous avions fini par appeler Cadence, s'énervait parfois et faisait voler des objets à travers la pièce. Ma sœur, quant à elle, affirmait que Cadence jouait à cache-cache avec elle, apparaissant furtivement du coin de l'œil avant de disparaître dès qu'elle tentait de la regarder directement. Pourtant, quand j'ai quitté la maison à 16 ans, Cadence n'a pas cherché à me suivre. Ce qui me tourmente aujourd'hui est différent. Plus sombre. Tout a commencé il y a quelques jours, d'abord avec des cauchemars. Le premier portait sur Kisaragi Station. Dans mon rêve, je croisais plusieurs personnes dans cette gare avant de monter dans un train. À l'arrivée, un immense champ désert m'attendait, avec un chien au loin. Après ça, plus rien. Le second cauchemar, je ne m'en souviens pas non plus. Mais le troisième, lui, est encore net dans mon esprit. J'étais poursuivi. Je rampais à travers un passage étroit sous un escalier, essayant désespérément d'échapper à quelque chose. À quelqu'un. Une femme. Je savais, sans pouvoir expliquer comment, qu'elle était une cannibale. L'instinct, la certitude absolue que si elle m'attrapait, elle me dévorerait. La fuite a duré longtemps, puis nous avons fini face à face. Elle ne m'avait pas encore repéré, mais il lui suffisait de tourner la tête et c'est ce qu'elle a fait. Ses yeux, grands ouverts, se sont ancrés aux miens. Un instant suspendu, figé par la peur la plus brute que j'ai jamais ressentie. Puis elle a tendu la main vers moi et m'a saisi violemment. J'ai senti ses doigts s'enrouler autour des miens, serrant avec une force terrifiante. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé, la poitrine comprimée par une peur indicible. Et pourtant, même éveillé,
la sensation était toujours là. Ses doigts autour des miens, comme si son emprise dépassait la frontière du rêve. J'ai alors remarqué que ma main pendait sur le côté du lit, tendue vers le vide, comme si je l'avais inconsciemment offerte à quelque chose. Une vague glaciale m'a parcouru l'échine. J'ai tourné la tête vers mon placard, et dans l'ombre, une certitude s'est imposée à moi, démon. J'ai lutté contre le sommeil, cherchant une solution. L'idée de demander à mon colocataire catholique de bénir la chambre m'a traversé l'esprit. Ça pouvait sembler absurde, mais il l'avait déjà fait une fois, et tout allait bien jusqu'à ce que mon chat brise leur statue de la Vierge Marie. Après cet incident, les odeurs ont commencé. Une puanteur de pourriture qui envahissait l'appartement sans explication. Puis, le chat de mon colocataire, pourtant d'un calme olympien, a changé de comportement. Elle miaulait sans arrêt, comme affolée. Un jour, alors que nous étions partis vérifier le courrier, nous l'avons entendu hurler depuis l'autre bout de l'immeuble. En nous précipitant à l'appartement, nous l'avons trouvée plantée devant la porte, fixant quelque chose d'invisible, le corps tendu dans une angoisse que je n'avais jamais vue chez elle. Et ce matin, il y avait une énorme tache de sang sur l'oreiller de mon colocataire. Son chat, pourtant, n'avait aucune blessure. Un mystère de plus, ajouté à la liste. Mon colocataire a simplement haussé les épaules avant de laver le tissu, comme si tout cela n'avait rien d'anormal. Tout ça, c'était trop. Avec leur aide, nous avons pris des mesures. Tous les miroirs ont été recouverts, en particulier celui qui faisait face à mon lit, vestige des anciens locataires, collé au mur, impossible à enlever. Mon colocataire a tenté de réparer sa statue brisée et l'a aspergée d'eau bénite, avant d'en asperger tout l'appartement. Ce qui m'a surpris, c'est que l'atmosphère a changé. Pas d'explosion de colère. Pas d'agressivité. Seulement une irritation latente, comme si quelque chose boudait. Un de mes amis a suggéré de laisser une offrande, un geste pour apaiser cette présence. Je n'ai même pas pris le temps d'y réfléchir. Interagir avec elle était la dernière chose que je voulais faire. La nuit suivante, aucun cauchemar. Mais mon colocataire n'a pas eu cette chance. Avec amusement, il m'a dit que je lui avais refilé le « bâton des cauchemars ». Quant à moi, même sans mauvais rêve, l'endormissement a été un supplice. Malgré la chaleur suffocante, je suis resté recroquevillé sous ma couverture, incapable de m'exposer à l'air libre, comme si une présence invisible attendait que je relâche ma vigilance. Lorsque j'ai enfin trouvé le sommeil, j'ai pris une décision étrange. Je savais que si je luttais encore, je finirais par céder autour de 3 heures du matin, et je ne voulais pas m'endormir à cette heure-là. C'est stupide, mais j'ai toujours été superstitieux. Alors j'ai attendu. J'ai laissé passer 3 heures, puis 3h30. Et à 4 heures précises, j'ai fermé mon ordinateur, retiré mes écouteurs et me suis glissé sous mes draps. J'ai ri de ma propre absurdité avant de sombrer dans un sommeil sans rêve. Je ne sais pas si tout cela est réel ou si mon esprit me joue des tours. Peut-être que mon chat est juste plus bruyant ces derniers temps. Peut-être que je suis simplement en train de traverser une période de cauchemar plus intense. Mais si j'ai appris quelque chose, c'est d'écouter mon instinct. Et mon instinct me dit qu'il y a quelque chose ici. Il est là, dans ma chambre. La première fois que j'ai entendu ce bruit, j'ai pensé à des rats. Un grattement diffus, presque imperceptible, venant du plafond. Rien de bien inquiétant dans une maison ancienne comme celle-ci. L'isolation laissait à désirer, et il suffisait qu'un rongeur se faufile entre les poutres pour que le bois craque sous son poids. J'ai haussé les épaules et repris ma lecture sans y prêter plus d'attention. Les jours suivants, le son est revenu. Toujours la nuit, toujours au même endroit. Un bruit lent, irrégulier, différent de ce que j'aurais attendu d'un simple nuisible. Parfois un raclement, parfois quelque chose qui ressemblait à une respiration trop lourde pour appartenir à un animal aussi petit qu'un rat. J'ai commencé à y penser malgré moi. Chaque soir, je guettais inconsciemment ce bruit, attendant qu'il se manifeste. C'était ridicule, mais l'idée d'avoir quelque chose au-dessus de moi, aussi insignifiant soit-il, commençait à m'agacer. Une nuit, alors que j'étais sur le point de m'endormir,
un craquement plus fort que les autres m'a fait sursauter. Cette fois, ce n'était pas un simple grattement. J'ai tendu l'oreille, immobile dans mon lit, retenant mon souffle. Quelqu'un, ou quelque chose, se déplaçait lentement dans le grenier. Un pas, puis un autre. Des mouvements lourds, hésitants. Trop pesants pour un rat. J'ai senti mon cœur s'emballer. J'étais seul dans la maison, et pourtant, j'avais la certitude absolue qu'il y avait une présence juste au-dessus de ma tête. Une chaleur désagréable s'est propagée dans mon ventre, un mélange de peur et d'adrénaline qui me paralysait autant qu'il me poussait à agir. J'ai fini par me lever, enfiler une veste par-dessus mon t-shirt, et attraper la lampe torche que je gardais dans un tiroir. La trappe du grenier se trouvait dans le couloir, juste devant ma chambre. J'ai tiré sur la ficelle, et l'échelle s'est dépliée dans un grincement qui m'a semblé terriblement bruyant. L'air qui s'échappait de l'ouverture était plus froid que je ne l'avais imaginé, chargé d'une odeur de poussière et de bois humide. J'ai pointé le faisceau de la lampe à l'intérieur. L'espace était encombré de vieux cartons, de meubles oubliés et de bibelots recouverts d'une épaisse couche de poussière. L'ampoule suspendue au plafond ne fonctionnait plus, et le grenier semblait absorber la lumière plutôt que de la refléter. Rien ne bougeait. J'ai grimpé les premiers échelons, hésitant à me hisser complètement à l'intérieur. Un frisson désagréable me parcourait l'échine. Je balayais l'espace du regard, cherchant un signe de ce qui aurait pu provoquer ces bruits. Puis je l'ai vu. Dans un coin reculé du grenier, là où la lumière peinait à atteindre, une silhouette était accroupie. Elle était grande, plus grande que moi, avec des membres trop longs et trop maigres pour appartenir à un humain. Sa peau semblait cireuse, tendue sur une ossature anguleuse. Ses doigts griffus s'enfonçaient dans le bois du plancher, et ses yeux noirs brillaient d'un éclat trouble dans l'obscurité. J'ai eu un mouvement de recul, et mon pied a heurté une caisse derrière moi. Le bruit a brisé le silence pesant, et dans un battement de cils, la silhouette n'était plus là. J'ai balayé le grenier de ma lampe, mon souffle saccadé. Plus rien. Juste les vieilles affaires et le silence oppressant de cet espace trop étroit, trop sombre. Un courant d'air glacé a effleuré ma nuque. Sans réfléchir, j'ai redescendu l'échelle et j'ai refermé la trappe d'un geste brusque, verrouillant la serrure avec des mains tremblantes. Je suis resté debout dans le couloir un long moment, le cœur battant, essayant de rationaliser ce que je venais de voir. Une ombre, un jeu de lumière, une illusion provoquée par la fatigue. Mais cette nuit-là, les bruits ont continué. Et au matin, des traces de griffures marquaient le bois de la trappe. Tout a commencé lorsque mon père, mon frère et moi avons emménagé dans une vieille maison divisée en appartements. C'était un grand bâtiment de 3 étages, avec 2 appartements par niveau. Bien que la maison ait plus de 100 ans, elle avait été bien rénovée et, de l'autre côté de la rue, se trouvait mon école. Tout autour, un magnifique parc s'étendait, offrant un cadre idéal pour grandir, du moins en apparence. J'avais à peine 5 ou 6 ans à l'époque, et c'est à cet âge-là que j'ai commencé à remarquer des choses étranges, même si je ne comprenais pas encore leur véritable nature. Pendant des années, j'ai perçu des ombres du coin de l'œil, des formes fugitives qui semblaient bouger à la lisière de mon champ de vision, disparaissant à chaque fois que je tentais de les fixer. J'ai longtemps cru que c'était une illusion, un simple jeu de lumière ou un phénomène normal lié à la vue, mais en réalité, ce n'était rien de tout cela. J'ai toujours eu une peur panique du noir, et, pour une raison que je ne comprenais pas, je m'étais convaincu que si j'ouvrais les yeux dans l'obscurité, une silhouette noire et immense, que j'associais alors à Batman, serait là, immobile, attendant de m'éliminer. Ce pressentiment, qui me paraissait absurde à l'époque, prendrait pourtant tout son sens des années plus tard. J'ai toujours été très sensible aux énergies autour de moi, ce qui m'a probablement rendu plus réceptif aux manifestations paranormales, même si je n'en avais pas conscience au début. Mais ce qui a réellement marqué un tournant dans mon histoire, ce qui a transformé de simples sensations en une horreur bien réelle, c'est lorsque ma santé mentale a commencé à se dégrader. Vers mes 12 ans, ma dépression s'est intensifiée et, avec elle, l'insomnie dont je souffrais depuis l'enfance a empiré au point d'inverser complètement mon rythme de vie. Après la fin du lycée, à 15 ans, je ne dormais pratiquement plus la nuit et passais mes journées à lutter contre l'épuisement.
C'est à ce moment-là que les phénomènes ont pris une ampleur inquiétante. Tout a commencé par de petits événements, des choses que l'on pourrait facilement attribuer à des coïncidences ou à des distractions, des objets qui disparaissaient pour réapparaître des mois plus tard à un endroit improbable, des bruits de choc sourds comme si quelque chose tombait seul des étagères, des mouvements imperceptibles dans les pièces où il n'y avait personne. Puis, les voix ont commencé. Régulièrement, j'entendais mon père ou mon frère m'appeler, mais à chaque fois que je vérifiais, il s'avérait qu'ils dormaient ou n'étaient même pas présents dans l'appartement. Petit à petit, ces manifestations se sont intensifiées jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Les nuits étaient devenues un véritable cauchemar éveillé. Il arrivait que des bruits de suffocation s'élèvent du salon, comme si quelqu'un s'étranglait lentement à mort dans l'obscurité. Parfois, une mélodie lointaine se mettait à résonner dans ma chambre, me réveillant en sursaut avant de s'atténuer progressivement jusqu'à disparaître complètement. Des coups sourds retentissaient contre les murs, toujours par série de 3, ce qui, avec le recul, me semble être une provocation intentionnelle. Des cris stridents et inhumains s'élevaient dans le silence de la nuit, semblant venir de nulle part. Mais ce qui était le plus effrayant, c'étaient les bruits de pas lourds venant de l'étage au-dessus, dans le grenier, un espace qui était supposé être totalement vide. Parfois, cela ne ressemblait plus à de simples pas, mais à des meubles traînés violemment ou renversés contre le sol, produisant des vibrations si puissantes que le plafond semblait trembler sous l'impact. Face à tout cela, je ne pouvais plus nier l'évidence, la maison était hantée. Avec mon amie et voisine Natacha, nous avons décidé de mener notre propre enquête. Son frère Peter et elle avaient eux aussi été confrontés à cette présence bien avant moi, et ils m'ont raconté qu'au début, elle semblait s'être concentrée sur leur chambre d'amis, une pièce qu'ils évitaient à tout prix. Chaque fois que j'essayais d'y entrer, je ressentais une oppression si intense qu'il me semblait impossible d'y respirer, comme si l'air devenait lourd et chargé de menaces. Puis, cette sensation s'était déplacée vers moi. Pendant 1 an, cette présence n'a plus quitté mon quotidien, comme une ombre invisible qui me suivait partout. Je voulais comprendre ce que c'était, alors j'ai fait ce qui s'est avéré être ma plus grande erreur, j'ai essayé d'entrer en contact avec lui. J'étais persuadé qu'il s'agissait simplement d'un esprit perdu qui cherchait une forme de reconnaissance ou d'aide. Mais en lui prêtant attention, en lui parlant, je lui ai donné une place, un pouvoir qu'il n'avait pas avant. Il s'est alors accroché à moi, se nourrissant de mon énergie et de mon état émotionnel déjà fragile. Puis, une nuit, j'ai vu quelque chose qui a changé ma perception à jamais. Alors que je m'apprêtais à m'endormir, j'ai remarqué une silhouette sombre sauter de mon lit. Elle avait la forme d'un chat, totalement noir, mais avant même de toucher le sol, elle s'est évaporée comme de la fumée. Instinctivement, j'ai senti une présence derrière moi et, en me retournant brusquement, je l'ai vue. Il se tenait là, une silhouette massive et obscure, sans visage, sans trait distinct. Il mesurait au moins 2 mètres de haut, et une fumée sombre semblait émaner de son corps. Il ne bougeait pas, mais sa simple présence écrasait tout l'air autour de moi. Pendant un instant, j'ai été incapable de respirer, figé par une peur que je ne pensais pas pouvoir ressentir à un tel degré. Puis, aussi brusquement qu'il était apparu, il a disparu. À partir de ce moment, tout s'est accéléré. Il jouait avec ma perception, cassant les ampoules de l'appartement les unes après les autres, me forçant à rester dans l'obscurité que je redoutais tant. Une nuit, je suis allé dans la cuisine et, avant même d'allumer la lumière, j'ai senti quelque chose sous mes pieds. Lorsque j'ai enfin pu voir, mon estomac s'est retourné, le sol était entièrement recouvert d'asticots, qui semblaient ramper dans chaque recoin. En panique, j'ai tenté de les ramasser, mais en quelques minutes, ils avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je savais que je devais trouver de l'aide, mais personne ne me croyait. Mon père ignorait mes avertissements, mon frère savait que quelque chose n'allait pas, mais refusait d'en parler. Je me suis tourné vers un forum paranormal et un homme a fini par m'aider, à distance. Il a affaibli la présence suffisamment pour qu'elle se retire, et pendant plusieurs années, tout s'est calmé. Mais elle n'a jamais totalement disparu. Ce n'est que des années plus tard, alors que je pensais être enfin libéré, que j'ai compris qu'il était encore là. Une nuit, en me couchant, j'ai vu la lumière du salon s'allumer toute seule. J'ai tourné la tête, et elle s'est éteinte immédiatement, comme s'il attendait que je regarde. J'ai su à cet instant précis que tout recommençait.
Avec l'aide d'un ami pratiquant l'ésotérisme, nous avons mis en place un plan pour piéger l'entité. Ce qu'il a fait était risqué, mais cela a fonctionné. Depuis, je ne ressens plus sa présence. Peut-être que cette fois, c'est vraiment terminé. Mais si j'ai appris quelque chose, c'est que certaines choses ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent simplement le bon moment pour revenir. Il y a quelques années, un démon s'est attaché à moi. En réalité, ce n'était pas un seul, mais plusieurs. Tout a commencé avec un ex qui avait une obsession malsaine pour le paranormal. Il ne s'agissait pas d'une simple fascination ou d'un intérêt curieux, mais plutôt d'une obsession qui allait bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Pendant des mois après notre relation, j'ai subi des phénomènes étranges qui m'ont lentement convaincu que quelque chose m'avait suivi. Au début, c'étaient les cauchemars. Des visions oppressantes qui semblaient plus réelles que de simples rêves. Puis la paralysie du sommeil s'est installée, des nuits entières à me sentir figé, incapable de bouger, avec cette présence invisible qui semblait rôder dans l'ombre. Peu à peu, mon comportement a commencé à changer de manière que je ne comprenais pas. J'éprouvais des réactions inappropriées face aux émotions des autres. Ce qui aurait dû me rendre triste ou inquiète me poussait à rire, comme si quelque chose en moi se réjouissait de la souffrance autour de moi. Il y avait aussi ces griffures inexpliquées sur mes bras. Chaque matin, je me réveillais avec de nouvelles marques, comme si quelque chose s'acharnait sur ma peau pendant mon sommeil. Et cette sensation constante d'être observé, une présence invisible, mais si palpable que j'avais du mal à être seul sans sentir mon estomac se nouer d'angoisse. Tout a culminé un soir de réveillon de Noël. Ma famille s'était réunie comme chaque année pour prier ensemble. D'habitude, ce moment ne me posait aucun problème, mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Dès que les prières ont commencé, une vague de peur absolue m'a envahi, une terreur viscérale qui me criait de fuir. Mon estomac s'est retourné, une nausée brutale m'a prise d'un coup, et ma belle-mère a remarqué immédiatement que quelque chose clochait. Elle a dit que j'étais pâle comme un cadavre, que je semblais malade. Quand elle m'a demandé si j'allais bien, j'ai répondu que non. Puis, tout s'est enchaîné très vite. J'ai commencé à transpirer abondamment, mon corps entier s'est mis à trembler. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mon beau-père, qui est prédicateur, s'est approché de moi et a posé sa main sur mon front en commençant à prier. Il savait. Il avait compris que quelque chose de plus grand était en train de se produire. Et c'est là que tout a basculé. Je voyais tout, j'entendais tout, mais je n'avais plus aucun contrôle sur mon corps. C'était comme si j'étais enfermé dans ma propre tête, simple spectatrice de ce qui se passait. Ma bouche s'ouvrait sans que je le décide, produisant des sons qui n'auraient jamais dû sortir de moi. Je riais, mais ce n'était pas moi. Ce rire n'avait rien d'humain. Il était rauque, distordu, moqueur. Je me suis mis à parler dans une langue qui m'était totalement inconnue, des mots qui sortaient sans que je puisse les arrêter. Puis mes bras ont bougé d'eux-mêmes, incontrôlables, frappant l'air devant moi. J'ai senti ma main se lever et, impuissante, j'ai regardé mon propre corps cracher sur mon beau-père. Je ne pouvais rien faire. J'étais coincé à l'intérieur, pris au piège par quelque chose qui avait pris le contrôle. Après ça, c'est le noir complet. Je ne sais pas combien de temps j'ai perdu conscience, mais lorsque je suis revenu à moi, il était parti. Mais avant que tout ne disparaisse, je l'ai vu. C'était exactement comme je l'avais toujours senti, mais cette fois, il était visible. Une silhouette entièrement noire, d'un noir si profond qu'il ressemblait à un vide absolu, une absence totale de lumière. Ses yeux étaient d'un rouge éclatant, comme deux lampes torchées dans l'obscurité. Sur sa tête, deux pics semblables à des cornes, rappelant presque le casque de Batman. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas son apparence terrifiante. C'était son expression. Il n'avait pas de traits visibles, pas de visage défini, et pourtant, il transpirait une forme de tristesse écrasante. Il était recroquevillé sur lui-même, replié en position fétale, comme une chose pitoyable et abandonnée. Il avait l'air désolé. Je n'ai jamais su pourquoi. Le lendemain, mon corps entier me faisait souffrir. Chaque muscle était endolori,
comme si j'avais subi un entraînement intensif. J'avais l'impression d'avoir été vidé de toute mon énergie. Depuis ce jour, plus rien. Tout s'est arrêté net, comme si cette chose avait été arrachée de moi, expulsée. Pourtant, même si je n'ai plus jamais vécu un tel phénomène, cette nuit-là m'a hanté pendant des années. Je voulais trouver une explication scientifique, quelque chose de rationnel qui puisse expliquer ce qui m'était arrivé. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience étrange lors d'une randonnée avec mon père à Shasta, en Californie. Shasta est une petite ville du nord de l'État, proche de la frontière avec l'Oregon, dominée par le majestueux mont Shasta, un volcan potentiellement actif. Mon père et moi étions ravis à l'idée d'explorer les sentiers de la montagne. Nous avons emprunté le sentier Holsky Bowl, connu pour son paysage aride, une pente parsemée de rochers, de pierres et de rares arbres solitaires. Après environ 1 heure de marche, nous sommes tombés sur une formation étrange de gros rochers disposés en cercle. Cela nous a intrigués, mais nous avons continué notre chemin. Il est courant de voir de petites pierres organisées en motifs sur ce sentier, mais ces rochers-là étaient massifs, et leur agencement semblait délibéré, presque cérémoniel. Sur le chemin, nous n'avons croisé que 3 personnes. Du moins, c'est ce qu'elles semblaient être. Les 2 premières étaient un père et son fils. Nous les avons rencontrés sur une pente abrupte longeant une falaise. Nous avons échangé quelques mots sur le sentier avant de poursuivre notre ascension. C'est à partir de là que les choses sont devenues étranges. En continuant notre montée, après seulement 2 minutes de marche, j'ai eu l'impulsion de me retourner. À ma grande surprise, le père et le fils que nous venions de croiser se trouvaient déjà très loin sur le sentier, bien en dessous de nous. Logiquement, il leur aurait fallu au moins 20 minutes pour descendre à une telle distance, mais pourtant, ils étaient là, minuscules points colorés dans le paysage. J'ai montré la scène à mon père, perplexe. Nous avons trouvé cela bizarre, mais sans nous attarder, nous avons poursuivi notre chemin. Puis, les choses ont pris une tournure bien plus inquiétante. Au sommet de la falaise, nous avons aperçu une nouvelle formation rocheuse, beaucoup plus complexe que la première. Cette fois, les pierres étaient disposées en rangées, presque comme des pierres tombales. Une atmosphère lourde s'est installée. Nous avons continué sur le sentier, empruntant un autre virage enlacé pour atteindre une seconde falaise. Mais nous avons dû nous arrêter, la suite du chemin nécessitait de l'équipement d'escalade que nous n'avions pas. Nous avons donc décidé de rebrousser chemin. En nous retournant, mon regard s'est figé. Là, parmi les rochers, se tenait un homme. Il portait une chemise à boutons, un short cargo et un large chapeau de paille. Il était à une distance où j'aurais dû distinguer les détails de son visage, mais étrangement, son visage était lisse, sans traits discernables, comme si c'était une simple surface de chair. Il nous regardait fixement, et une sensation d'inconfort profond s'est emparée de moi. Soudain, l'homme s'est accroupi derrière un rocher, puis a relevé la tête, observant furtivement, presque de manière ludique, comme un enfant jouant à cache-cache. C'était dérangeant. Pendant un moment, je n'étais plus tout à fait conscient de la situation. Mon père m'a raconté plus tard que, sans un mot, j'ai commencé à marcher vers l'homme au chapeau, comme hypnotisé. Il m'appelait, tentant de me faire revenir à moi, « Joshua. Que fais-tu? Où vas-tu » Je suis sorti de cette transe au bord du précipice, les pieds à quelques centimètres d'une chute vertigineuse. Mon père m'a attrapé, me ramenant brusquement en sécurité sur le sentier. Comprenant la gravité de la situation, il m'a demandé de rester immobile pendant qu'il descendait vers les rochers pour chercher l'homme. Mais il n'y avait personne. L'homme avait disparu. Pourtant, il n'y avait nulle part où se cacher, le terrain était dégagé, le sentier parfaitement visible. L'idée qu'il ait simplement disparu sans laisser de traces me dépassait. De retour à la maison, j'ai raconté l'incident à des amis et à ma famille, mais personne n'avait d'explication rationnelle. En effectuant des recherches, j'ai découvert que des histoires similaires circulaient sur des rencontres avec un homme au chapeau, sans visage. Les récits décrivaient des expériences étrangement similaires, des sensations d'être observé ou d'être attiré par une présence mystérieuse. J'ai aussi appris que les tribus autochtones de la région considèrent le mont Shasta comme un lieu sacré, un portail vers d'autres dimensions.
Elle croit que la montagne est gardée par des esprits capables de protéger ou de nuire à ceux qui s'aventurent sur le volcan. Ces croyances ajoutaient une couche d'inquiétude à mon expérience. Étions-nous face à quelque chose de spirituel, une présence ancienne qui avait tenté de nous attirer vers elle? Je n'ai jamais pu trouver d'explication à ce qui s'est passé ce jour-là. L'idée que j'ai été, ne serait-ce qu'un instant, sous l'influence de quelque chose d'invisible et potentiellement dangereux me hante encore. Depuis, je n'ai jamais remis les pieds sur ce sentier, et je reste perplexe face à ce mystère qui continue de défier toute logique. Ce qui s'est passé le 10 mai me hante encore, et je ressens le besoin de partager cette histoire. Je ne suis pas écrivain, et l'anglais n'est pas ma langue maternelle, mais je vais essayer de retranscrire cette expérience aussi fidèlement que possible. Tout a commencé comme une nuit ordinaire. Ce jeudi-là, je suis allé me coucher tôt, voulant être bien reposé pour la longue route du lendemain. Je devais aller voir ma copine, comme chaque week-end, puisque son travail l'empêche d'être disponible en semaine. Je me suis donc installé dans mon lit, prêt à passer une nuit tranquille. Mais au milieu de la nuit, j'ai ouvert les yeux et il était là. Un homme, vêtu de noir, se tenait debout, juste à côté de mon lit. Il me fixait en silence. Je n'ai pas eu de réaction immédiate de peur ou de panique. À vrai dire, mon premier sentiment était plutôt de l'agacement, comme si quelque chose en moi reconnaissait déjà cette apparition. Une lassitude s'est installée, un simple pas encore ça. Je me suis alors retourné, j'ai fermé les yeux, et je suis retourné dormir. Ce n'était pas la première fois que je voyais cette silhouette. La toute première fois, j'avais 15 ans. Cette nuit-là, j'avais rêvé de lui. Il se trouvait à l'extrémité du couloir, immobile, m'observant en silence. Dans mon rêve, j'avais crié, et mes cris avaient réveillé mon frère qui s'était précipité dans ma chambre pour me calmer. Cette scène m'était restée en tête, mais avec le temps, je l'avais mise de côté, la classant parmi ces cauchemars qui marquent sans qu'on sache pourquoi. Mais cette fois, il n'était pas dans un rêve. 1 heure plus tard, je me suis réveillé, légèrement perturbé. Une sensation étrange m'habitait, un malaise diffus, mais rien d'assez concret pour m'inquiéter réellement. J'ai fini par me lever et me préparer pour la route. Après avoir pris une douche, je suis allé voir mon père dans sa chambre pour lui dire au revoir. En ouvrant la porte, je l'ai surpris en train de prier. J'ai trouvé ça inhabituel, mais je n'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai pris la route. Il pleuvait intensément. Le trajet jusqu'à chez ma copine dure environ 2 heures, et avec une visibilité réduite par la pluie, la conduite était éprouvante. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'arriverais dans une trentaine de minutes. C'est le dernier message qu'elle a reçu de moi avant l'accident. L'impact a été violent. J'étais sur la voie rapide, concentré sur la route détrempée, lorsque j'ai aperçu un véhicule arrêté sur la même voie. J'ai immédiatement ralenti, allumé mes feux de détresse, et jeté un regard dans mon rétroviseur. C'est là que je l'ai vu, un pick-up blanc fonçait droit sur moi. J'ai compris en une fraction de seconde qu'il n'allait pas s'arrêter à temps. J'ai tenté de tourner à gauche, mais il était trop tard. L'impact a soulevé ma voiture, la projetant dans les airs avant qu'elle ne fasse une embardée et ne finisse sa course dans un fossé. Tout s'est passé en un instant, et pourtant, j'ai eu le temps de ressentir la violence du choc, la sensation de perte totale de contrôle. Quand tout s'est arrêté, j'étais encore conscient, mais complètement sonné. Une commotion cérébrale, des douleurs diffuses, mais par miracle, aucune blessure grave. D'un pas chancelant, j'ai réussi à sortir de la voiture, à évaluer la situation. Je tremblais, sous le choc, mais mon premier réflexe a été d'appeler mon père pour lui dire ce qui venait de se passer. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose d'étrange était à l'œuvre. Mon père m'a raconté qu'au matin de mon accident, il avait fait un rêve. Dans ce rêve, sa grand-mère se plaignait de douleurs insoutenables, lui demandant de prier pour elle. Il ne comprenait pas pourquoi il avait fait ce rêve, mais il avait ressenti un besoin irrépressible de prier ce matin-là. Et puis, il y avait cette sensation que j'avais eue toute la semaine précédente. Une envie soudaine et inexpliquée d'aller à l'église avec ma mère,
alors que je n'y avais pas mis les pieds depuis près de 8 ans. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Avant, j'étais sceptique. Je ne croyais pas vraiment aux signes, aux prémonitions, à ces choses que l'on ne peut pas expliquer. Mais maintenant, je ne peux plus ignorer ce que j'ai vécu. Quelque chose, ou quelqu'un, avait essayé de me prévenir. Depuis cet accident, je ne suis plus tout à fait le même. Mon esprit est hanté par ce que j'ai vu cette nuit-là, par cet homme en noir qui était là, silencieux, me fixant, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Je dors avec la lumière allumée depuis ce jour. Quelques années après mon enfance, j'ai racheté la maison où j'avais grandi avec mon mari. Au début, nous avions un colocataire qui, avec le temps, a semé la discorde entre nous. Il nous montait l'un contre l'autre, manipulait nos émotions, jusqu'à ce qu'il finisse par sombrer dans une profonde dépression. Il s'est renfermé, passant ses journées cloîtrées dans sa chambre, s'isolant peu à peu du monde extérieur. Lorsqu'il a finalement trouvé un compagnon et a décidé de partir, j'ai immédiatement transformé sa chambre en une véritable chambre d'amis, espérant tourner la page et apporter une nouvelle énergie à cette pièce. Mais c'est à partir de ce moment-là que tout a basculé. J'avais toujours eu du mal avec le sommeil, mais l'insomnie était devenue un problème chronique. Pour éviter de déranger mon mari avec mes nuits agitées, j'ai commencé à dormir dans cette chambre d'amis nouvellement aménagée. Contre toute attente, j'y ai trouvé un certain apaisement, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai retrouvé un rythme de sommeil réparateur. Pourtant, c'est à ce moment précis que les cauchemars ont commencé. Dans mes rêves, un clown se tenait dans le placard. Pas un clown ordinaire, mais une créature démoniaque, tordue, un être malveillant dont la simple présence était écrasante. Je n'ai jamais eu peur des clowns, mais celui-ci n'avait rien d'humain. Chaque nuit, il m'apparaissait et me parlait d'une voix distordue, me disant que j'étais destiné à être sa femme. Pour le faire exister pleinement dans notre monde, il exigeait un prix, que je tue tous ceux que j'aimais. Le plus terrifiant, c'était que dans ses rêves, je ne résistais pas. Je complotais avec lui, j'acceptais ses exigences, je planifiais, comme si quelque chose en moi était sous son contrôle. Et chaque matin, en me réveillant en sursaut, je trouvais la porte du placard grande ouverte. Pourtant, chaque soir avant de dormir, je m'assurais qu'elle était bien fermée et verrouillée avec un loquet ancien, un crochet en métal qui ne pouvait s'ouvrir seul. À chaque réveil, tout ce qui se trouvait à l'intérieur du placard était sens dessus-dessous. L'idée que l'ancien colocataire, dans son état de vulnérabilité psychologique, ait pu involontairement laisser entrer quelque chose d'obscur dans cette maison a commencé à me hanter. Son énergie, son mal-être, avait-il attiré cette présence ? L'avait-il nourri, lui offrant une porte d'entrée vers moi ? Après des semaines de cauchemars, sans aucune amélioration, j'ai compris que je devais agir. Je savais qu'il fallait purifier la maison. Mon mari et moi avons des origines autochtones, et dans nos traditions, la fumigation de sauge est une pratique sacrée, une manière de chasser les énergies négatives et de restaurer l'équilibre d'un lieu. J'ai ouvert la porte d'entrée en grand, invitant tous ceux qui devaient partir à quitter notre foyer. J'ai allumé la sauge et j'ai commencé à purifier chaque pièce, en m'assurant que la fumée atteignait même les coins les plus sombres. J'ai commencé par le grenier, puis j'ai descendu les escaliers lentement, pièce par pièce, sentant l'atmosphère changer au fil de mon avancée. Lorsque je suis arrivé à la chambre d'amis, tout a pris une tournure plus agressive. Dès que la fumée de la sauge a pénétré l'espace, l'ampoule du plafond a explosé dans un craquement sec, projetant des éclats de verre sur le sol. Les poignées de porte se sont mises à trembler violemment, comme si quelqu'un tentait de les arracher. Mais j'ai tenu bon. J'ai continué, me concentrant sur mon intention, poussant l'énergie sombre hors de la maison, jusqu'à ce que je sente une libération soudaine, une rupture nette dans l'oppression. Mon mari, qui attendait dehors avec notre chien, a su exactement quand c'était terminé. Sans que je n'aie eu besoin de dire un mot, il a affirmé avoir vu une ombre fuir la maison à toute vitesse, disparaissant dans la nuit. Depuis ce jour, tout est redevenu calme. Les cauchemars ont cessé immédiatement. Le placard est resté fermé, son loquet intact chaque matin. Plus aucune présence pesante, plus aucun murmure dans l'obscurité. Mais malgré tout,
je n'oublierai jamais l'obscurité de ces rêves, cette sensation d'être entraîné vers quelque chose d'incontrôlable. Ce qui me trouble le plus, c'est la forme qu'a pris cette présence pour me tourmenter. Pourquoi un clown ? Pourquoi cette figure grotesque et caricaturale pour une entité aussi malveillante ? Peut-être cherchait-elle à rendre son apparition encore plus dérangeante, à me piéger dans une peur que je ne comprenais pas. Nous remplissions ensemble des documents administratifs pour un rendez-vous chez le psychiatre afin d'évaluer un traitement pour le tas de ma fille de 10 ans. Dans le cadre du processus, il fallait que nous répondions séparément à une série de questions pour mieux cerner son état. Ne voulant pas qu'elle soit influencée par mes réponses, j'ai préféré lui lire les questions une par une et noter ses réponses spontanées. Je m'attendais à des réponses classiques, mais certaines m'ont complètement prise de court. Au début, j'ai cherché à clarifier certaines questions pour être sûr qu'elle comprenait bien. Par exemple, une question demandait si elle se sentait souvent tremblante et effrayée. Sachant qu'elle souffre du syndrome de Pau, j'ai précisé que la question ne faisait pas référence au tremblement causé par une augmentation de son rythme cardiaque ou à la peur de s'évanouir, mais plutôt à une anxiété générale en dehors de ces épisodes physiques. Elle a réfléchi, puis m'a répondu que ce n'était pas uniquement lié à son Pau et qu'elle ressentait aussi ce genre de peur. Puis, comme si c'était un détail anodin, elle a ajouté que cette anxiété était surtout due aux choses qu'elle voyait. À ce moment-là, j'ai senti mon estomac se nouer. Elle m'a décrit des apparitions, des silhouettes sombres et mouvantes qu'elle aperçoit dans la maison. Elle a évoqué un homme ombre avec un chapeau, dont elle a fait un dessin. Lorsque j'ai vu le croquis, j'ai eu un choc. Elle avait dessiné, avec une précision troublante, la même silhouette que j'avais moi-même vue une semaine plus tôt, sans jamais lui en avoir parlé. Mais ce n'est pas tout. Elle a mentionné une femme qu'elle voit régulièrement, mais pas sous une forme humaine normale. Elle l'a décrite comme une tête détachée de son corps, aux cheveux mouillés, avec un large sourire figé et des yeux grands ouverts, perchée sur des étagères ou en hauteur, comme sur le dessus du réfrigérateur. Ce qui me perturbe le plus, c'est que si elle inventait tout cela pour attirer l'attention, elle s'y prendrait extrêmement mal. Il lui a fallu une évaluation psychologique pour qu'elle daigne en parler. Son attitude face à mes réactions semblait presque détachée, comme si elle s'était résignée à vivre avec ça en silence. Le pire, c'est que ce n'est pas la première fois que des phénomènes étranges frappent ma famille. 3 ans plus tôt, après la mort de mon mari, ma fille du milieu, alors âgée de 5 ans, et moi avons fait exactement le même cauchemar, mais vu sous des angles différents. Dans ce rêve, un serpent immense l'observait attentivement, comme pour l'évaluer avant de l'attaquer. Juste au moment où il ouvrait sa gueule pour l'avaler, j'ai attrapé sa gorge et l'ai projeté au loin, la sauvant de justesse. Nous nous sommes réveillés en sursaut, en même temps, et elle a couru dans ma chambre, terrorisée. Ces événements me rappellent ce que ma mère m'a révélé récemment. En discutant avec elle, elle m'a confié que mon père, un homme pourtant rationnel et cartésien, avait lui aussi vécu des phénomènes similaires dans sa jeunesse. Un prêtre lui avait donné de l'eau bénite et lui avait enseigné des prières spécifiques à réciter dans la maison. Après cela, l'activité s'était calmée pendant des années, bien qu'il ait toujours trouvé que l'endroit dégageait une énergie pesante et oppressante. Tout cela me fait me sentir complètement folle. Quand j'ai dit à ma fille que j'avais vu l'ombre qu'elle avait dessinée, elle m'a regardé avec un air mi-amusé, mi-soulagé, et m'a répondu « Cool, au moins je ne vais probablement pas finir à l'hôpital psychiatrique. » Et maintenant, que suis-je censé faire avec toutes ces informations ? Cette situation dure depuis 1 an et semble s'intensifier progressivement. Non seulement cela affecte l'état émotionnel de ma fille, mais je me demande même si cela pourrait être lié à l'aggravation de ses symptômes physiques. Elle devient plus anxieuse, plus renfermée, moins sociable. D'un point de vue rationnel, je sais que la première étape est d'en parler avec son psychiatre. Mais une partie de moi, celle qui a grandi dans une famille catholique, me dit que la réponse se trouve peut-être ailleurs. Peut-être est-il temps d'appeler un prêtre. J'ai toujours été sceptique face à la magie. Pas parce que je pensais que c'était une absurdité totale, mais parce que je croyais que, si de telles forces existaient, elles ne seraient pas aussi accessibles que certains le prétendaient. Pourtant,
J'ai toujours été attiré par l'étrange, l'inexpliqué, les croyances anciennes et les rituels oubliés. C'est peut-être pour ça que j'aimais traîner avec Samedi. Sam se considérait comme une sorcière. Elle ne faisait pas que s'habiller en noir ou collectionner des pierres et des bougies parfumées, elle passait des heures à expérimenter, à fabriquer des potions qu'elle qualifiait d'élixirs, à griffonner des symboles occultes dans ses carnets. Elle affirmait pouvoir lancer des sorts et influencer les énergies qui nous entouraient. Je n'y croyais pas, mais j'adorais ses histoires, et surtout, j'adorais traîner chez elle. Son appartement était un autre monde. Des étagères croulaient sous le poids des vieux grimoires qu'elle achetait dans des boutiques ésotériques ou récupérait sur des marchés d'occasion. L'odeur de soufre, de sauge brûlée et de cire fondue imprégnait les murs. Des bocaux remplis de poudres étranges, de plantes séchées et de liquides épais s'entassaient sur son bureau, à côté de bougies noircies et de cartes de tarot usées. Je savais qu'elle souffrait du mépris des autres. Au lycée, elle était souvent la cible des moqueries, surtout de la part d'Anna, la fille populaire par excellence. Blonde, parfaite, arrogante. Elle et son cercle d'amis passaient leur temps à rabaisser ceux qui ne rentraient pas dans leurs critères. Sam en faisait partie. Elle encaissait les insultes avec un sourire en coin, mais je voyais bien la rancune s'accumuler en elle. Parfois, elle me disait qu'elle se vengerait. Je ne l'avais jamais prise au sérieux. Jusqu'à cette nuit-là. Une pleine lune illuminait le ciel quand elle m'a proposé de la rejoindre pour ce qu'elle appelait l'ultime rituel. Elle affirmait avoir accumulé assez de puissance pour tenter une invocation. Selon elle, un démon devait exaucer la requête de celui qui l'appelait, à condition de respecter certaines règles. Elle m'a conduit jusqu'à un vieux carrefour abandonné, en plein désert. Il n'y avait rien autour, juste la terre sèche, quelques pierres éparses, et une route craquelée par le temps. L'endroit dégageait une atmosphère étrange, comme s'il était coupé du monde réel. Au centre du carrefour, Sam a déposé une boîte. À l'intérieur, il y avait plusieurs objets, des ossements d'animaux, une pierre noire gravée de symboles et, surtout, une mèche de cheveux blonds soigneusement attachée par un fil rouge. Ceux d'Anna. Elle a sorti un morceau de craie noire et s'est mise à tracer des symboles sur le sol. Des cercles, des runes, des formes que je ne connaissais pas. Puis, elle a allumé plusieurs bougies autour du dessin et s'est agenouillée au centre, les yeux fermés. Quand elle a commencé à réciter ses incantations, un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas seulement sa voix qui me mettait mal à l'aise, mais l'air autour de nous. Il était devenu plus lourd, comme chargé d'une électricité invisible. J'avais la sensation oppressante d'être observé, même si nous étions seuls. Puis, le froid est tombé brutalement. Pas un simple frisson dû au vent nocturne, non. Un froid profond, anormal, glacial. Je voyais ma respiration se matérialiser en un mince nuage devant moi. Sam a soudainement éclaté de rire. Un rire nerveux, presque euphorique. Elle fixait un point devant elle, les pupilles dilatées, comme si elle voyait quelque chose que moi, je ne voyais pas. Une angoisse sourde s'est emparée de moi. J'avais beau scruter l'obscurité, il n'y avait rien. Rien d'autre que cette sensation d'être épié, traqué. Sam a alors prononcé le nom d'Anna. Elle l'a répété plusieurs fois, d'une voix chantante, avant de formuler sa demande. Elle voulait qu'Anna disparaisse. À cet instant, j'ai su que je n'avais rien à faire là. Peu importe que tout cela soit réel ou non, il y avait une énergie négative, étouffante. Je lui ai dit que c'était stupide, que je partais. Mais elle ne m'a pas écouté. Je l'ai laissée là, seule au milieu de ces symboles, et j'ai commandé un Uber. Les jours suivants, j'ai essayé d'oublier. Après tout, elle n'avait fait qu'un rituel ridicule. Rien de grave, puis, j'ai appris ce qui était arrivé à Anna. Son ex-petite amie, avec qui elle avait rompu il y a des mois, l'avait poignardée en pleine rue après une dispute. Elle avait survécu de justesse, mais elle était restée plusieurs jours entre la vie et la mort. J'aurais dû me dire que ce n'était qu'une terrible coïncidence, mais je n'y arrivais pas. Quelque chose dans la façon dont Sam m'avait regardé quand j'avais appris la nouvelle, ce sourire discret qu'elle avait esquissé, ce léger hochement de tête satisfait. Tout ça me mettait mal à l'aise. J'ai commencé à m'éloigner d'elle. Lentement, prudemment.
Je ne voulais pas qu'elle remarque que je prenais mes distances. Je savais ce qui arrivait à ceux qui lui faisaient du mal. Je ne voulais pas être le suivant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.